La consommation de sucre blanc est-elle problématique? Combien d'eau consommer en HCLF? Faut-il manger beaucoup de légumes? Faut-il se forcer à manger de grandes quantités en début de transition? Vous m'avez posé ces questions et encore bien d'autres. J'y réponds dans cette vidéo. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Deuxième partie de ma vidéo FAQ. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille d'aller la voir. Je vous la mets dans le petit, ici au-dessus et en description. J'y traite de beaucoup de sujets très intéressants, comme par exemple les besoins en iode, les antinutriments contenus dans les végétaux et les fameuses colles qui seraient, selon les naturopathes, produites par notre organisme lorsqu'on consomme des glucides et des graisses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons être un peu plus axés sur le régime HCLF, bien que la plupart des conseils que je vais vous donner sont également applicables sur un mode d'alimentation végétalien traditionnel, conventionnel. Comme je vous l'ai déjà dit dans ma première vidéo, j'ai vraiment reçu énormément de questions et j'ai dû parfois regrouper certaines questions afin de pouvoir répondre de la façon la plus complète possible à chacune d'elles. Donc je ne vais peut-être pas citer votre nom ou citer exactement la question que vous m'avez posée, vraiment de manière littérale. Ça veut simplement dire que vous allez trouver votre réponse au sein d'autres questions auxquelles je réponds. Sans plus tarder, on attaque avec la première question, qui est une question d'Ania, qui demande une quantité d'eau recommandée avant le petit déjeuner. Sur un régime HCLF, je conseille entre 3 et 5 décilitres d'eau à température ambiante. Mais vous aurez certainement remarqué qu'en général, sur n'importe quelle alimentation, on préconise un grand verre d'eau le matin à jeun, donc environ 3 décilitres d'eau. C'est simplement pour compenser la perte hydrique de la nuit, parce que la nuit, vous transpirez, vous respirez et tout votre corps continue à assurer ses fonctions qui demandent évidemment de l'eau. Et il y a aussi l'aspect de réveiller son tube digestif lorsque vous allez consommer de l'eau le matin au réveil. Et vous allez ainsi préparer votre organisme à recevoir les aliments du petit déjeuner. C'est moins important, on va dire, sur un petit déjeuner de fruits et encore moins de smoothies parce que les fruits contiennent beaucoup d'eau. Mais si vous mangez du sec, comme du pain, des biscottes ou des céréales, il faudra vraiment veiller à bien s'hydrater avant. Prochaine question. Quel risque avec une alimentation HCLF avec peu de verdure? Aucun. Mais si on contrebalance avec des fruits. Après, il faut aussi voir ce que tu appelles peu de verdure. Les légumes verts sont très riches en antioxydants et en minéraux. Il faut en consommer un peu. Si on se base par exemple sur un repas de fruits le matin, tu peux ajouter des pousses d'épinards par exemple dans ton smoothie. À midi, un grand plat de pâtes à la sauce tomate. Et le soir, disons, du riz avec des brocolis. Ça me semble pas impossible. Et en même temps, ça fait pas énormément de verdure si on regarde. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir des fibres. Et ça, tu peux les trouver dans les féculents complets ou dans les fruits. Mais il faut aussi avoir des vitamines. Tu les trouves également dans les fruits et une partie dans les féculents complets. Et des minéraux que tu trouves aussi dans les fruits et dans les féculents. Bon, le mieux, c'est évidemment de manger des fruits, des légumes et des féculents. Si tu es un peu plus attiré par les fruits que par les légumes, ça fonctionne aussi. Faut pas te faire du souci. Sandra demande si végétalisme HCLF et SIBO, c'est possible. Très bonne question. Question que j'ai très souvent dans mon cabinet. Le SIBO, c'est une surpopulation bactérienne dans l'intestin grêle. Cette surpopulation bactérienne est accompagnée également d'une malabsorption intestinale. Pour répondre à la question, oui, le végétalisme HCLF est tout à fait possible avec un SIBO. En fait, les bactéries qui posent problème dans le SIBO sont en grande majorité les bactéries dites de putréfaction et des bactéries pathologiques, comme par exemple Escherichia coli ou encore des streptocoques. Ce qu'il convient de faire par contre, c'est de rééquilibrer sa flore intestinale et de réparer la paroi du grêle pour favoriser la bonne absorption des nutriments. J'ai des très bons résultats sur cette pathologie en cabinet avec un protocole de réhabilitation de l'intestin grêle. On nettoie, on supprime l'inflammation, puis on réimplante de bonnes bactéries dans le grêle. Ensuite, une alimentation végétale pauvre en graisse va venir pérenniser la bonne santé de votre intestin.
Les prébiotiques, donc les fibres contenues dans les végétaux, vont venir nourrir les bonnes bactéries qui à leur tour vont produire des acides gras à chaîne courte qui nourrissent et protègent la paroi intestinale. C'est pour ça que nous fonctionnons en symbiose avec les bactéries. On les nourrit et elles nous aident en retour. C'est ce que j'appelle moi un cercle vertueux. Manone Deepajane, j'espère que je prononce bien, dit « Comment savoir qu'on est sur la bonne voie? Y a-t-il des indices ?» Pour répondre à ta question, oui, il y a des indices. Le premier et le meilleur des indices pour moi, c'est que tu vas te sentir pleine d'énergie. C'est d'ailleurs la première chose que me rapportent mes patients qui commencent à pratiquer ce mode d'alimentation. Une cliente d'ailleurs qui se reconnaîtra peut-être, si elle passe par là, je lui fais un petit coucou, m'a d'ailleurs dit qu'elle avait enfin pu se remettre au sport après des années d'épuisement. Et ensuite, c'est un cercle vertueux de nouveau. On mange mieux, on a plus d'énergie, donc on reprend le sport. Si on reprend le sport, on va encore perdre plus de poids, on se tonifie, notre mental va mieux, etc., etc., etc. Plein d'énergie veut également dire qu'on a moins besoin ou plus du tout besoin de béquilles comme le thé ou le café, ou pire, les boissons énergétiques. Alors attention, ça ne vous empêche pas de boire un petit café ou un thé parce que vous aimez bien ça, mais ça sera pour le plaisir si vous le faites et pas pour vous donner une fausse énergie. Évidemment, vous aurez plus du tout, ou en tout cas au début beaucoup moins souvent, ces espèces de petites déprimes, vous savez, qui vous poussent vers les aliments gras et sucrés. Alors, elle me pose aussi une autre question, c'est pour ou contre le fait de se gaver, entre guillemets, au début de la transition. Beaucoup de gens proposent de se forcer à manger quand on n'a pas faim en HCLF pour ne pas manquer de calories. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Je sais que par exemple Anne Sofry le préconise par exemple. Alors, pas facile non plus de répondre à cette question. Le problème, c'est qu'actuellement, en général, les gens ne mangent pas assez en quantité lorsqu'ils passent en HCLF. Pourquoi? Tout simplement parce que sur une alimentation classique, il y a beaucoup de gras et de protéines. Le gras et les protéines vont provoquer ce qu'on appelle une stase gastrique, à savoir que les aliments restent longtemps dans l'estomac. Parce qu'en fait, c'est des aliments tout simplement qui mettent très longtemps à être digérés. Votre corps le sait. Et il va donc provoquer rapidement la satiété lorsque vous mangez de cette façon. Et donc, on aura cette sensation de trop plein très vite. Notre estomac, il s'est adapté à ces petites quantités. Ce qui implique que lorsqu'on passe en HCLF, on ne va pas manger assez en quantité de glucides. On n'aura alors pas assez de calories et tendance à craquer pour des produits délétères à notre santé, ce qu'on appelle de la nourriture non physiologique. Et en plus, il y a tout l'aspect culture du régime dans notre pays. Par exemple, on vous dit de mettre la nourriture dans de petites assiettes pour avoir l'impression qu'on a beaucoup à manger. Et ainsi, on trompe notre cerveau. Il ne faut pas trop manger. Il faut manger lentement pour avoir le sentiment de satiété sans avoir trop mangé. Voilà pourquoi on vous dit de vous forcer, entre guillemets, comme tu l'as dit. On vous dit de vous forcer à manger en début de transition, sinon, vous risquez d'abandonner très vite. Sur un petit déjeuner, si on prend l'exemple du petit déjeuner, tu vas manger, disons, une banane et une orange. Et après, tu te sens rempli. C'est certain qu'avec ça, tu ne vas pas tenir la matinée. Parce que lorsque tes 2 pauvres petits fruits auront été digérés, ton corps va te redemander de l'énergie. Alors que si tu te fais un smoothie de plusieurs bananes et autres fruits, c'est clair que ça donne l'impression que ça fait beaucoup au début. Mais c'est les glucides, l'énergie, les calories. Parce qu'en fait, les calories, c'est juste une mesure énergétique. C'est les calories dont tu as besoin pour fonctionner sur une matinée. Après, il y a aussi l'aspect de plus tu manges, plus tu auras facilement les micronutriments et les protéines sans avoir besoin de chercher des aliments spécifiques qui en contiennent beaucoup, comme par exemple les légumineuses. Typiquement, on a eu la question dans la première vidéo FAQ de la semaine passée pour vous, mais que moi j'ai tourné juste avant celle-ci. Ensuite, la question de Mamo. On dit souvent que manger en continu, par exemple manger pendant 2 heures à gauche et à droite, est mauvais pour l'organisme. Qu'en est-il pour une alimentation HCLF? Est-ce que manger en continu pendant plus d'1 heure est mauvais? Non. Pourquoi non? En fait, ça dépend de ce que tu manges. C'est clair qu'une personne ayant une alimentation classique, qui est donc riche en graisse et en produits animaux, il n'aura pas intérêt à manger toute la journée. D'ailleurs, en règle générale, dans la nature, les animaux qui font des repas fréquents
sont frugivores ou herbivores, et les carnivores qui mangent des grandes quantités d'un coup, lorsqu'ils attrapent des proies, eux, ils espacent plus leur repas. Les singes, nos plus proches parents, nos cousins, commencent leur quête de fruits à l'aube, et ils mangent toute la journée dès qu'ils ont faim, sans se demander si leur dernier repas remonte à assez longtemps en arrière. Les aliments que consomment les singes sont dispersés un peu partout dans la nature, mais ils sont riches en énergie. Ils doivent donc faire du sport toute la journée pour manger, et leur nourriture leur apporte l'énergie dont ils ont besoin. On parlait de motivation dans la dernière FAQ avec la question de Sofiane. Eh bien les singes, ils cherchent les fruits les plus riches en sucre pour avoir une saveur agréable. Et c'est ça qui les encourage à continuer cette quête alimentaire qui finalement est super fatigante, on est d'accord. Les fruits ne sont pas lourds à digérer, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour leur digestion. Par contre, la viande par exemple, ou le gras vont plomber l'estomac et le système digestif. La plus grande partie de la digestion des protéines se passe dans l'estomac grâce aux sucs gastriques. Les sucs gastriques ils sont composés d'acide chlorhydrique et d'enzymes appelées les pepsines qui digèrent les protéines. Il y a aussi des lipases pour digérer les graisses. Par contre, plus le repas est riche en fibres, plus le péristaltisme intestinal, qui sont les mouvements intestinaux, sont encouragés grâce aux fibres et ça rend la digestion plus rapide. Pour vous dire, pour digérer des végétaux, ça prend 30 minutes à 1 heure selon l'aliment. Alors que pour digérer des produits animaux, de la viande, du poisson, des œufs, du gras, c'est 4 heures. Alors, forcément, si tu as mangé de la viande il y a 1 heure et que tu envoies par-dessus des œufs à ton estomac, puis 1 heure plus tard du fromage, tes aliments ne seront jamais au même stade de digestion dans l'estomac et ça peut fatiguer l'organisme qui va devoir tout recommencer au départ et sécréter en permanence du suc gastrique pour essayer d'en venir à bout. Mais tu n'as pas ce souci avec les glucides parce que la digestion se fait tout d'abord dans la bouche avec l'enzyme amylase. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut bien mâcher les féculents pour bien les ensaliver et commencer la digestion déjà dans la bouche. Puis ça va continuer dans les intestins. Tu avais encore une question, Mamo, c'est pourquoi dans le monde vegan HCLF, certains, je pense à Medical Medium, diabolisent la consommation de sucre simple en grande quantité. J'entends ici sucre de table, confiture, bonbons. Est-ce lié au fait que ce soit un produit transformé? Alors, je ne sais pas qui est Medical Medium. Un médium du coup? Un médecin? Un médecin médium? Je comprends pas. Bref, je ne sais pas si ce gars est HCLF, je le connais pas, mais rien que son nom, ça m'inspire pas trop confiance, ça fait un peu marabout. Hein? Ensuite, qu'est-ce qu'on entend par grande quantité de sucre et surtout avec quoi on accompagne ce sucre? C'est clair que si on mange des gâteaux, des glaces, des biscuits, tout ça, tous ces aliments bourrés de sucre blanc, je suis d'accord, mais également de gras, c'est pas ok. Si par contre, tu manges de la confiture sur une tranche de pain, en fait, je vois pas où est le problème. Et si on met un peu de sucre dans son smoothie, c'est ok aussi. Le souci, c'est toujours le même. Du sucre raffiné sur une alimentation grasse avec des produits animaux, forcément, c'est pas top. Mais le sucre pur, le glucose, c'est juste de l'énergie. Il n'y aura pas de déchets métaboliques dus à la combustion du sucre par notre organisme. Du sucre sur une alimentation HCLF, il n'y a aucun souci. Parce que le sucre sera de toute façon accompagné de fibres sur un régime végétalien, pauvre en gras. Mais de toute façon, personne ne va manger 1 kg de sucre blanc par jour. Je sais que Pauline de la chaîne Douce Frugalité, c'est peut-être pour ça que tu me poses la question en fait. Elle ajoute du sucre dans son alimentation. Mais bon, allez, ça doit faire peut-être 100 grammes de sucre par jour. Et encore, je pense que je suis super généreuse là. Le sucre, c'est comme l'eau en fait. L'eau pure ne va pas vous apporter grand-chose à part vous hydrater. D'ailleurs, on dit bien que l'eau est bonne pour ce qu'elle emporte et pas pour ce qu'elle apporte. Le sucre blanc, c'est pareil. Ça va pas vous apporter grand-chose à part de l'énergie. Mais je ne vois pas en quoi c'est mauvais. J'aimerais qu'on m'explique en fait. Ce serait bien d'avoir une fois une explication pourquoi les gens pensent que c'est mauvais le sucre blanc. Et quand je dis une explication, c'est en dehors du délire de la glycémie, du fait que le foie transforme le sucre en gras, etc. Parce que ça, ce n'est pas des explications qui sont compatibles avec le HCLF. Après, si on parle de bonbons avec des colorants, des conservateurs, etc., là, ok, ou une confiture allégée avec de l'aspartame pour remplacer une partie du sucre, là oui, il faut fuir directement, évidemment. Une
question de Lourdes. Quel livre me conseillez-vous en français? Est-ce que le docteur McDougall traduit en français existe? On me pose très souvent la question. Parce que malheureusement, la littérature HCLF 90-10 et consorts est très souvent en anglais. Tout simplement parce que les médecins qui ont effectué les études, les recherches et qui prônent cette alimentation, qui la proposent à leurs patients, sont tous aux États-Unis. Ils sont vraiment très en avance sur nous au niveau de la nutrition, on est d'accord. Il n'y a malheureusement pas grand-chose en français, je suis navrée. Personnellement, en français, j'ai seulement la China Study. Donc en français, c'est l'enquête Campbell. Mais pour le docteur McDougall, par exemple, il y a un site traduit en français. Je vous mettrai le lien en description, j'espère que je n'oublierai pas. Pour le régime 90-10 du Dr Graham, il est disponible en français, mais il est constamment en rupture de stock malheureusement. Là, je viens de voir sur Amazon, je crois qu'il y avait un exemplaire, genre en occasion, à 146 €. Non mais les gens, ils sont moitié malades. Hein. Pour les autres, comme How Not to Die ou encore Proteinaholic, malheureusement, ils sont en anglais. Mais vraiment, je vous le dis à chaque fois, c'est un langage très vulgarisé. Il n'y a pas de grands termes scientifiques en anglais. Et si vous avez quelques notions de cette langue, vous comprendrez sans peine. Même si c'est seulement les grandes lignes, vous ferez des liens. Alors, après, je suis d'accord, c'est un peu plus fatigant à lire lorsque ce n'est pas notre langue natale. Mais vraiment, vraiment, c'est faisable. Et surtout, ça vaut la peine. J'espère et j'aimerais vraiment que cette alimentation se démocratise chez nous. Que les livres soient traduits ou que des médecins français, belges, québécois, suisses, africains, ivoiriens, je ne sais quoi, bref, des personnes, des médecins francophones nous fassent l'honneur de faire leurs recherches, d'écrire eux aussi des ouvrages sur le sujet. Mais bon, pour l'instant, on est loin de là. Et les seules personnes qui en parlent, par chez nous, ce sont des youtubeurs, ayant ou non une formation dans le domaine de l'alimentation, dont je fais partie évidemment. On arrive à la dernière question. Audrey dit « Je sais qu'il faut un minimum de calories pour le mode de vie HCLF. Mais pour perdre du poids, faut-il être en déficit calorique ?» Eh bien non, c'est justement ça la force de l'alimentation HCLF. Pas besoin de déficit calorique, car le gras brûle dans l'enfer des glucides. Je crois que c'est Anso qui disait ça, si je me souviens bien. En tout cas, ça me faisait beaucoup rire. Alors, comment se fait-ce? Eh bien, sur un régime classique, donc riche en gras, le gras sera stocké directement en gras dans le corps. Et ce même gras empêchera par la même occasion la bonne absorption du glucose par les cellules. Ce qui implique que le glucose qui ne pourra pas entrer dans les cellules sera lui aussi transformé en gras puis stocké. Donc au final, double stockage du gras et des glucides. Donc à ce moment-là, logique qu'il faut baisser ses calories pour ne pas stocker et ne pas grossir. Par contre, sur un régime, une alimentation, un mode de vie HCLF, on va pouvoir manger en grande quantité jusqu'à être totalement rassasié, vu qu'on ne mangera pas trop de gras et les glucides seront transformés en énergie. Et si surplus d'énergie il devait y avoir, le glucose sera stocké sous forme de glycogène dans les muscles en réserve et non pas sous forme de gras corporel. Sachant qu'il est impossible de saturer les réserves de glycogène puisque même les grands sportifs comme les marathoniens font un régime riche en glucides avant une compétition et ils n'arrivent jamais à saturer à 100% leurs réserves, même s'ils le voudraient bien, on est d'accord, hein. Ça les aiderait énormément. Et puis, vous l'aurez compris, le gras ne sera pas stocké en gras, puisque vous mangerez juste la bonne quantité de gras pour faire fonctionner votre organisme et qu'il puisse l'utiliser là où il en a besoin. Et vous l'aurez compris aussi, le peu de gras que vous mangerez sera du bon gras, du gras végétal provenant de l'aliment brut et pas un gras raffiné comme dans les huiles par exemple. En résumé, le meilleur des gras pour votre organisme. Pour perdre du poids en HCLF, on va vraiment jouer sur l'apport en gras. Si on veut une perte de gras dans le temps, mais une perte de gras, on va dire stable, pas trop rapide, voilà, pas trop rapide, on va manger 10% de matière grasse. Si on veut une perte de poids super rapide, on va baisser à 5% de matière grasse. Mais je vous conseille pas ça sur le long terme. À terme, justement, lorsqu'on aura notre poids de forme, on peut même imaginer remonter jusqu'à 15% de matière grasse dans la plupart des cas. Après, 10% c'est quand même l'idéal, là on est d'accord. Voilà pour la deuxième partie de cette FAQ. Vous pouvez, comme d'habitude, me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec un immense plaisir. Via Felicia à tous!